Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à la Cité du Vin. On est ravis de vous accueillir ce soir pour un bel événement, un grand entretien, un format qui est maintenant inscrit depuis quelques années et qui fonctionne très bien. Donc c'est pour ça qu'il y a pas mal de monde ce soir. Bon, apparemment il y a eu quelques difficultés pour venir, Euh, mais voilà, vous êtes présents, donc on est ravis. Euh, donc bienvenue à tous, bienvenue aussi aux personnes qui nous suivent en ligne sur la plateforme Zoom. N'hésitez pas à nous faire part de la moindre défaillance technique pour qu'on puisse essayer d'y pallier, mais normalement tout fonctionne et vous pouvez poser vos questions à la fin dans la rubrique Q&R pour poser vos différentes questions à Olivier Poussier. Car ce soir, on a la chance d'accueillir un très très grand sommelier. Et donc, je vais appeler Jérôme Baudouin pour le présenter et l'accueillir. Et je vous souhaite à tous une très très belle soirée. Merci à vous. Bonsoir. Bon, je vois que vous êtes quand même assez nombreux malgré les bouchons. C'est formidable. Bon, ce soir, on reçoit quelqu'un, un des plus grands, pas seulement sommelier, mais un des plus grands dégustateurs de notre époque. Et il va nous parler du style des vins, de son parcours, de ses expériences, de sa curiosité, de ses voyages, parce que c'est un grand voyageur et un grand curieux. Il est capable de s'extasier sur des vins, aussi bien des grands vins, mais aussi sur des vins de régions méconnues. Il a cette curiosité insatiable qui est assez incroyable. Il est le taulier, en quelque sorte, du comité de dégustation de la Revue du vin de France. Donc, on se côtoie quand même très régulièrement. Et je vous demande d'applaudir Monsieur Olivier Poussier. Tu prends le micro. Ah oui. Et puis, Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. bienvenue Olivier. Merci de votre accueil. Merci. Merci à toi et bienvenue dans ce fauteuil et devant ce public qui est toujours chaleureux. Vous goûtez chaque année des milliers de vins de tous les pays, de centaines de cépages. Comment faites-vous pour avoir une telle intensité de dégustation? Comment ça se passe? C'est la passion. Je crois que j'ai toujours aimé, à travers les choix que j'ai pu faire, qui sont les miens dans ma carrière de sommelier, j'ai toujours eu envie de comprendre et de savoir. Et j'ai toujours eu cette orientation de vouloir, après mon concours mondial en 2000, et après toutes mes années où j'ai fait les concours depuis 90, où j'étais maire sommet de France, après vice-champion du monde en 95, j'ai étudié, j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup goûté. Et puis j'avais cette envie de toujours être au vif et dans la connaissance de tous ces vignobles internationaux et autres. Et donc j'ai fait des choix qui m'ont permis effectivement à travers ma carrière, par exemple d'être consultant pour des sociétés d'importation de vins étrangers qui me demandent d'aller sur le terrain, qui me demandent d'être toujours assidu sur l'évolution du vignoble international en général. Et puis après, ce sont des choix qui sont les miens, mais que j'aime parce que j'ai toujours, j'ai pas perdu, je suis animé par cette passion. Et donc je goûte beaucoup, effectivement. Je fais entre les visites du vignoble et les salons internationaux, ça fait beaucoup. Mais j'aime bien ça. Ça fait partie de ma vie. Et je crois surtout que si on lâche ça en tant que sommelier, on perd vite le fil. Hein. Vous savez, l'évolution du vignoble international est incroyable. L'évolution des vins, des législations. Et voilà. Aujourd'hui, en plus, je préside avec Shinya Tazaki la responsabilité du comité technique des concours internationaux. Depuis quelques années, suite au décès de Gérard Basset, j'ai repris le flambeau des concours internationaux pour les sommeliers. Donc je m'occupe d'un comité qui est composé d'anciens maires sommeliers du monde et d'anciens sommeliers continentaux, où on travaille les épreuves des concours de maire sommelier des Amériques, maire sommelier d'Asie-Océanie, maire sommelier d'Europe et maire sommelier du monde. Donc voilà, ça fait partie de mon quotidien. Voilà. Est-ce qu'on pourrait, parce que compte tenu de l'intensité, est-ce qu'on peut apparenter la dégustation comme ça à un sport de haut niveau? Parce qu'il y a ça demande un entraînement à la fois des papilles, mais aussi de la mémoire. Ça ne s'arrête jamais. Il faut. Oui, la mémoire gustative, j'y crois. Enfin, je veux dire, je pense on ne peut pas retrouver un
un vin comme ça en dégustation à l'aveugle, si on n'a pas eu la chance de frôler ou de toucher quelque chose de près, ou d'avoir dégusté un vin de ce profil-là. Et de l'avoir gardé en mémoire surtout. Oui, de l'avoir gardé en mémoire. Mais je crois que ce soit les vins qui vous apportent de l'émotion ou ceux qui ne sont pas forcément des grands vins, mais il y a toujours qui vous ont marqué par des caractéristiques bien spécifiques. On les garde en mémoire, je crois. Au départ, vous n'étiez pas du tout destiné à être sommelier quand vous étiez jeune. Vous sortez de 3e. Oui, j'étais pas. Bon, j'avais pas. Je voulais faire. J'avais une passion qui était la marine nationale. J'avais une tradition familiale un peu qui était où la marine nationale était quelque chose d'important. Et donc je voulais faire l'école des mousses. Et je me présente. Plutôt l'eau que le vin alors. Je me présente à l'école des mousses et je ne suis pas accepté. Alors ils me proposent l'école des apprentis mécaniciens de la flotte à Saint-Mandrier, à Toulon. Et mon père me dit à l'époque, bon, écoute, j'avais passé un concours à l'école hôtelière Ferrandi, parce que j'avais un copain, moi, vous savez, quand on est gamin, on a des passions communes, on se dit, tiens, on ouvrira un restaurant, toi tu seras en cuisine, moi je serai en salle. Donc j'avais choisi la salle, je suis reçu à Ferrandi, et donc à ce moment-là, mon père me dit, écoute, il y a un choix, je vous parle, j'avais 16 ans, hein, il y a un choix qui est important, là, c'est le nœud papillon ou les mains dans le cambouis. Hein. Et donc, je lui ai dit, je crois que je vais choisir le nœud papillon. Voilà. Et voilà comment ça a débuté. Je suis rentré à l'école de Tecoma, donc Ferrandi, Yvelines, là, et puis j'ai eu la chance de rencontrer un prof d'école hôtelière pour lequel je dois beaucoup, qui a gagné la Coupe Baptiste, pour ceux qui connaissent. C'est la Coupe des trancheurs en salle. J'ai fait partie d'une génération incroyable avec tous ces maîtres d'hôtel où le vrai rôle du maître d'hôtel en salle était encore important à cette époque. Oui. Les grands établissements comme la Serre, Taïwan, il y avait des flambages, la Tour d'Argent. J'ai eu la chance de rentrer à la Tour d'Argent en 1982. Et là, je suis tombé devant la sommellerie. Ah oui, c'est pas pendant les études, c'est si. À la Tour d'Argent. J'aimais bien occuper le poste de commis sommelier à l'école hôtelière, au restaurant d'application. Ouais, parce que c'était. Ouais, puis il y avait la tenue, il y avait tout ça, c'était sympa. Et puis j'aimais bien prendre les vins et autres. Et donc mon professeur Daniel Gallou me dit à l'époque, il serait bien que tu fasses sommellerie. Je crois que tu es bien. Moi j'ai écouté, oui, ça m'intéresse. Et donc il me fait rentrer à la Tour d'Argent et j'arrive à la Tour d'Argent en 1982. C'est le 4 centenaire de la Tour d'Argent. J'ai une chance énorme. Plus grande cave de Paris. Exactement, avec le Taïwan à l'époque, c'était vraiment les plus grandes caves de Paris. Et puis surtout, je suis arrivé pour des événements du 4 centenaire de la Tour d'Argent où j'ai servi des personnes illustres, en passant par la Faradiba, Vittorio Gassman. Enfin, j'étais minot, j'étais comblé par je suis resté 4 années à la Tour d'Argent. Afin d'en vain de rentrer mon service militaire dans la marine. Quand même, j'avais pas perdu de vue. L'eau te rattrape. Ouais. Et alors, quel est votre parcours jusqu'à la consécration en 2000 à Montréal de meilleur sommelier du monde? Vous alternez la restauration, mais aussi les concours, parce que ça a une place importante jusqu'à l'obtention de la consécration en 2000. Comment ça se passe? Oui, alors l'esprit compétition, je l'ai parce que j'ai fait aussi du sport, de la gymnastique. J'ai eu la chance d'être sélectionné 2 fois cadet Île-de-France en gymnastique. Mon père m'entraînait avec mon frère. J'ai toujours eu l'esprit de compétition grâce au sport. Et le sport m'a toujours animé dans la quête j'ai toujours eu cet esprit-là de compétition. Et je pense que quand je suis rentré dans la sommellerie, j'ai vu aussi l'intérêt de faire des compétitions et de prouver à moi-même ce que j'étais capable de faire. Et puis je suis parti là-dedans et donc j'ai commencé très tôt les concours et j'ai fait bien sûr le cursus de meilleur jeune sommelier de France, moins de 26 ans, tout ça. J'ai jamais eu la chance de gagner le meilleur jeune sommelier de France, puis j'avais des places qui étaient plutôt pas mal et puis après 4 ans à Tour d'Argent, après mon service militaire, je pars en Angleterre. Et le premier concours que j'ai passé, en fait, j'ai été meilleur sommelier d'Angleterre. J'ai eu la chance de travailler au Manoir 4 saisons avec Raymond Blanc. Après, j'ai travaillé presque 2 ans au Connaught à Londres. Ouais. Et là, j'ai passé le concours meilleur sommelier d'Angleterre. Je vais en finale. Je ne gagne pas la finale, mais je vais en finale. Et donc, je me dis, tiens, là, tu as passé un cap. Et puis, l'Angleterre,
ça m'a permis de comprendre aussi les vins étrangers, parce que l'Angleterre, même s'il y a une viticulture en Angleterre qui existe, à l'époque, elle était quasiment minime, elle a beaucoup augmenté avec le réchauffement climatique en termes de superficie plantée, mais il est évident qu'il y avait une ouverture sur les vins étrangers qui était énorme dans les boutiques et à l'époque, et qui m'a permis de comprendre et de servir aussi des vins étrangers, aux connotes, à des grands Italiens, des grands Espagnols, des grands Allemands, même au Mano Rocca de saison. Donc tout ça, je me suis dit, tiens, on va travailler. Et puis, ça vous a ouvert, en fait. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Je suis rentré en France avec... et l'Angleterre m'a beaucoup amené là-dessus. Oui. J'ai été parti pour la langue, mais j'ai aussi beaucoup appris sur le vignoble étranger. Et ça m'a vraiment ouvert l'esprit. Et quand je suis rentré en France, je passe le concours du meilleur sommet de France. J'avais à peine 26 ans et j'ai eu la chance de le gagner en 90. Et après, ça continue. Vous rentrez en 90, vous travaillez où, dans quel état? Je rentre au pavillon Élysée-Le Nôtre sur les Champs-Élysées. Ensuite, je pars au Doyen. Et à l'ouverture du Doyen avec la fameuse Régine, oui. Je me souviendrai toujours. Et je vais suivre surtout un chef sommelier, parce que moi, je n'ai pas voulu être sommelier avec la grappe tout de suite. J'ai attendu presque 7 ans. Je voulais porter la grappe de sommelier. Pour moi, ça voulait dire quelque chose. Ça voulait dire être capable de répondre à des questions. Et donc, à partir de là, j'ai trouvé que l'apprentissage pour porter la grappe, un long apprentissage pendant 7 ans, même si j'avais fait des concours, mais je le voulais, parce que je me suis dit, le jour où je mettrai la grappe sur la boutonnière, ça voudra dire que j'ai acquis une connaissance intéressante. Voilà. Alors, tout de suite après, étant donné que j'ai gagné Meilleur Sommet de France, on me met au concours Sopexa International, qui est un concours qui n'existe plus, mais que je gagne aussi à Paris en 90. Qui est aussi plutôt européen ou... Non, qui était un concours international sur les vins et spiritueux français. D'accord. Et ensuite, ma première présélection du mondial, c'est 92, quand Philippe Forbrac gagne. Je fais la présélection parisienne. Et ça m'a permis de voir effectivement le palier qu'il y avait entre les concours nationaux et internationaux. Et c'est ça. Et donc voilà, je me représente en 95, je gagne la présélection française, et puis je vais à Tokyo. Bon, je finis deuxième, c'est la victoire de Shinya Tazaki, qui est mon copain et collègue du comité technique. Et c'est super, ça me rend compte, je suis bien content, même si c'était difficile pour moi. J'étais le premier Français à perdre le championnat du monde depuis 1983. Et donc, mais bon, c'était un beau challenge. J'ai le souvenir d'un sommelier que j'adore plus que tout, qui est Jean-Claude Jambon, qui était meilleur sommelier du monde en 1986. Quand je fais deuxième à Tokyo, il me dit faut persévérer, il faut y aller. Il me dit tu feras comme moi. Moi, j'ai été deuxième en 78 à Lisbonne et ensuite j'ai gagné en 86. Tu verras, tu gagneras la deuxième fois. Il a été porte-bonheur. Ah, bravo. Quand je me représente en 2000 derrière, je gagne le concours. Et les présélections françaises étaient compliquées. On avait des super sommeliers de partout. Le niveau est élevé. Oui. Le niveau était vachement élevé. Ouais. Il l'est encore aujourd'hui. Mais je veux dire, déjà, on avait des grands sommeliers. Ouais. C'était bien. Il y avait une belle... Et comment vous voyez l'évolution justement de la discipline quand on voit Pascaline qui est arrivée, qui a perdu elle aussi à Paris l'année dernière. Comment vous voyez l'évolution? Parce qu'aujourd'hui, on ne parle plus seulement de vin dans sommellerie. Il y a de nouveaux boissons qui arrivent. Oui, alors les concours, déjà à l'époque, on avait les produits. Le sommelier, la position du sommelier en salle, s'occupe de servir tous les liquides, que ce soit les liquides non alcool ou les vins ou les spiritueux et autres. Et certains pays qui n'ont pas de production viticole s'occupent aussi, bien sûr, il y a l'univers du thé, il y a l'univers des bières, bien sûr, qui est aussi important, qui fait partie du concours, qui sont aussi des excellentes alternatives de choix au vin en situation à table. Et d'ailleurs, il faut le reconnaître aussi, qui peuvent être des fois beaucoup plus judicieux en termes d'association sur certains plats un peu retors, où le vin perd un peu de sa personnalité et de son potentiel au contact de quelques éléments. Et des fois, on s'aperçoit qu'un choix alternatif sur une autre boisson. Alors, dans le thé, le monde du thé, le monde du vin, généralement, on se concentre sur les produits de fermentation. Le thé, il y a des thés semi-fermentés, des thés non fermentés, des thés fermentés, où, bien sûr, la fermentation ne produit pas d'alcool, mais des huiles essentielles.
qui sont des précurseurs d'arômes. Et puis, voilà, c'est un monde assez vaste. Pascaline, elle est super. Hein. Là, elle a gagné la présélection française pour le prochain concours. Nous sommes en train de travailler dessus, pas avec Pascaline, parce que je fais partie du comité technique, je ne peux pas m'occuper de l'équipe de France dégustation. Et là, je rends hommage à mon copain David Biraud, qui s'occupe du comité technique France et bien sûr de toute la sommellerie française qui s'en occupe. On a mis en place en France ce comité qui s'occupe des candidats et ceux qui participent au concours, et qui est une excellente initiative, qui permet à tous les jeunes qui font des concours d'avoir des formations pointues sur telle ou telle chose, mais c'est bien. Donc moi, est-ce que ça change la vie quand on est meilleur sommelier du monde? Qu'est-ce que ça ouvre comme porte? Est-ce que ça vous a changé la vie? Oui, bien sûr. Bien sûr, le concours du meilleur sommelier du monde, l'arrivée et gagner le concours du meilleur sommelier du monde m'a fait passer une étape. Après, il y a des sollicitations, mais là-dessus, chaque meilleur sommelier du monde a choisi sa carrière et son profil, et je n'ai pas de critique à émettre là-dessus. Moi, j'ai toujours essayé de faire les choses qui me semblent. J'ai jamais voulu être d'une hyper médiatique. J'ai toujours essayé. J'ai pas voulu faire des choix aussi ou me précipiter. On voit que la grande distribution, par exemple, elle est très très séduite par les. Ouais, j'ai eu beaucoup de propositions, mais j'ai toujours refusé. J'ai pas envie. Ouais, ça m'étonne. Voilà. J'ai fait un autre choix de carrière. Et qu'est-ce que ce type de concours vous a apporté dans votre métier et dans votre approche du vin? Est-ce qu'aujourd'hui vous dégustez différemment d'il y a 25 ans ou... Bien sûr. Bien sûr. On apprend. Il ne faut jamais être sûr de soi. Il faut évoluer aussi en fonction. Le monde du vin, ce qu'on a aimé il y a quelques années en arrière, aujourd'hui peut être différent. Bien que moi je me considère comme étant très classique, quand même comme sommelier. Par exemple, j'aime Bordeaux dans son grand classicisme. Mais c'est vrai que je pense que mon goût a évolué. Et puis dans la perception des qualités et des défauts, dans la gestion de l'intégration des élevages, voilà. On voit que justement Bordeaux a beaucoup évolué sur justement il y a eu l'ère Parker avec le bois à dominante de bois, les surmaturités. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a un changement de paradigme sur le style des vins. Comment vous l'observez? Oui, mais moi je suis très heureux de voir qu'effectivement Bordeaux redevient ce qu'il était. Je trouve qu'il y a des propriétés viticoles à Bordeaux qui n'ont jamais dérogé à la règle, qui ne sont jamais tombées dans les standards de vins internationaux. Il faut les saluer. Et au même titre qu'en Bourgogne, certains propriétaires sont restés très classiques. Et aujourd'hui, ça fait quelques années déjà que je trouve que l'effet, la mode de l'extraction, de la surmaturité du bois à l'excès a changé. Bordeaux, je m'occupe pour le site internet où je sélectionne, je fais la campagne des primeurs, je serai là d'ailleurs au mois d'avril. Je le vois bien, l'évolution quand même. Bordeaux a beaucoup changé là-dessus. Oui. Et je suis bien content. Retrouver Bordeaux dans sa distibilité, dans sa sapidité, les vins qu'on est en droit d'attendre. Le Bordeaux est un vignoble d'influence atlantique, où l'effet l'Atlantique est modérateur du climat, même si finalement le réchauffement climatique étant, je trouve que Bordeaux doit être des vins à la fois d'une grande aptitude de vieillissement, d'une grande sapidité. Mais on le voit d'ailleurs sur les derniers millésimes, on a l'impression d'avoir des vins plus frais que 2003 par exemple. Oui. Alors bien sûr, 21 qui était un millésime tout à fait particulier, de par les faibles degrés d'alcool et la sapidité de ce millésime, qui était un millésime qui est intéressant. Il faut voir toujours le côté positif des choses, même si effectivement certains millésimes sont moins charnus, moins étoffés que d'autres, et peut-être d'aptitude de vieillissement moindre. Ils ont aussi leur capacité d'être servis à table et de donner du plaisir. C'est ça. Dans des temps beaucoup plus courts. Alors, moi, il y a quelque chose, il y a une question qui me vient quand même, qui est quand même assez pour le public qui est là. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de Olivier Poussier
quand il goûte un vin qu'il ne connaît pas, comment est-ce que vous l'appréhendez? Une région que vous ne connaissez pas, on vous met un vin à l'aveugle. Qu'est-ce qui se passe? Comment vous l'analysez? Quels sont les indicateurs en vous qui vont vous permettre de vous dire celui-là, il retient mon attention, il est bon ou il n'est pas bon? Comment ça se passe? Oui, alors la première des choses, c'est bien sûr, comme tous les autres, l'aspect visuel, l'aspect olfactif et l'aspect gustatif, bien sûr, qui est important. Après, effectivement, j'essaye de... Vous savez, quand on goûte un vin à l'aveugle, on a l'impression d'avoir une matte monde en face de soi. Et ensuite, on fait appel à... J'ai toujours dit que les connaissances, à la fois livresques et théoriques, étaient au service de la dégustation. Parce que si vous arrivez à mettre un nez sur un cépage ou sur un climat tempéré ou solaire, un cépage qui fait partie d'une ampélographie de tel ou tel pays, vous avez tout de suite un système de déduction qui fait que vous arrivez à la fin sur un rétrécissement qui vous fait amener sur telle ou telle chose. Je me souviens quand la finale du meilleur sommet du monde en 2000 à Montréal, je goûte un vin à l'aveugle et je dis devant tout le monde, là, dans un amphithéâtre à Montréal, je me souviens, je fais une dégustation organoleptique en anglais, je l'explique parce que c'était le premier concours où il fallait qu'on parle dans une langue étrangère et pas dans notre langue maternelle. Et j'explique le vin, je suis vraiment concentré et je dis, je pense que ce vin est un vin de la vieille Europe et je dis, je pense que ce vin est issu d'un terroir de volcanisme. J'avais ressenti à travers l'aromatique, ces nuances d'identité de ce fumet minéral, cet aspect cristallin, cette pureté aromatique. Et vu effectivement cet élément aromatique, je me suis dit, j'ai dit, je pense que c'est un vin qui a une dizaine d'années, vu l'évolution aromatique, il y avait ce côté infusion, ce côté millifère, ce côté tilleul et là, qui était là. Et je me prononce à la fin et je dis, je pense que c'est un Savenière et je pense que c'est un Savenière début des années 90. Et donc, c'est mon choix. C'est ce choix. Et à la fin, avant les résultats, ils nous font venir tous sur les 4 finalistes que nous étions. Et ils nous font venir tous sur l'estrade et ils nous expliquent les vins par un qu'on a eu pour la finale. Et le vin en question, c'était un Furmint hongrois de 1990. Et alors à ce moment-là, bien sûr, je n'avais pas trouvé. Mais par contre, où j'étais content, j'avais trouvé un vin de la vieille Europe, j'avais trouvé le bon millésime et un vin issu de terroir volcanique. Ah oui, c'est tout à fait ça. Voilà. Donc vous voyez que comme quoi, de temps en temps, quand vous regardez des compétitions de sommelier, la finalité, c'est pas forcément que de trouver, c'est le cheminement qui vous amène à la cheminement dégustation intellectuel, oui. et qui permet de comprendre. Et moi, quand je suis jury dans les concours, je fais attention à ça. Ce qui m'intéresse, c'est aussi de voir comment le sommelier s'investit dans la dégustation, comment il parle du vin, quelle émotion il nous donne, comment il rentre dans le vin. Vous voyez, c'est ça qui m'intéresse. Je pense que ça, c'est très important. Alors, tout à l'heure, vous disiez que vous étiez plutôt classique. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire d'être classique dans vos choix, par rapport à d'autres sommeliers? J'aime les vins qui respirent le lieu et l'endroit où ils sont nés. Hein. Donc j'aime quand je goûte un vin de Loire, un Cabernet Franc noir, j'aime que le Cabernet Franc possède sa dimension aromatique propre à un vin de la Loire. Oui. Quand je goûte un grand vin de Bordeaux, j'aime qu'il respire aussi Bordeaux dans son équilibre intrinsèque. Et donc la notion de maturité et de fraîcheur pour moi est très importante, la notion d'équilibre, de la gestion de l'élevage est importante, la notion d'équilibre du vin en bouche est aussi très importante. La qualité des tanins, bien sûr, pour les rouges et autres, mais je pense être très classique quand je dis que j'aime Bordeaux dans son classicisme, parce que j'aime les vins de Bordeaux qui sont plus longilignes qu'épais. C'est une jolie formule, ça. Plus longiligne qu'épais. S'il y a des vignerons dans la salle, écoutez bien. Et Bordeaux retrouve ce côté longiligne? Oui, je pense qu'il ne l'a jamais perdu. Il y a eu des vins des profils énologiques qui ont subi des modes dans
des excès. Il faut aussi savoir y remettre les choses en place. Il y a eu des périodes où effectivement les maturités étaient quand même des fois assez limites. Il y avait des bovins sur des profils de millésimes qui étaient jolis en termes de maturité physiologique et autres, mais je veux dire, je ne veux pas non plus condamner ce qui s'est passé. Il y a eu des choses aussi intéressantes, des recherches de maturité sur des millésimes avec des prises de position et des engagements pour vendanger un peu plus tard qu'avant. Il y a eu aussi maintenant l'évolution entre un millésime solaire d'il y a une vingtaine d'années et un millésime solaire d'aujourd'hui. C'est plus du tout la même chose. Ah non, mais on voit bien qu'il y a une meilleure maîtrise des maturités. Oui, et puis c'est surtout le fait qu'on a fait une dégustation pour l'Arve de Vin de France il n'y a pas longtemps sur les champs de Beaune-Musigny, premier cru Les Amoureux, chez un grand vigneron. On est remonté, on a fait 40 millésimes. Un millésime solaire des années 60 comme 76 n'a rien à voir avec un millésime solaire d'aujourd'hui. Je crois qu'il faut aussi le saluer. Donc il est normal aussi de voir que Bordeaux change. Regardez Bordeaux, l'évolution sur les profils énologiques, sur les élevages aujourd'hui. Il y a des choses qui changent. Mais on fait de vin de plus en plus alcooleux. Je rappelle toujours ce que dit Jean-Claude Berouet, que je salue, qui est pour moi un homme exceptionnel. Il dit toujours l'alcool est un formidable solvant. Et donc aujourd'hui, on fait des vins de plus en plus riches. Et donc ça montre aussi que l'élevage aussi sur le bois doit changer, doit bouger. Plus on est alcooleux, plus on lessive le fût et plus on extrait du bois. Donc à partir de là, il est normal de voir aujourd'hui que l'influence de contenants différents, on n'hésite pas à partir sur des demi-muits, sur des gros foudres, des gros contenants. Il y a des choses intéressantes qui se passent. Et qui sur les amphores, qui sont tout à fait logiques, oui. Alors l'amphore, bien sûr, l'amphore, le béton et autres. Mais je pense, et je suis sincère avec ça, je pense que on peut travailler sur les contenants, mais le bois est pour moi l'élément le plus à même de structurer les vins sur les finales de bouche. Il n'y a rien, on amène du cristallin, du fruit, du juteux, du scintillant avec le béton, avec le wine globe et tout ça. Mais pour finaliser les fins de bouche, il n'y a rien qui pour les allonger, pour les... Non, alors moi, c'est pareil, là, ça fait ça. On prend la perche sur quelque chose auquel j'ai fait un choix personnel. Il y a à peu près une vingtaine d'années, j'anime au pied levé comme ça une dégustation pour l'Office national des vins et des forêts, l'Office national des forêts, des eaux et des forêts. Et je goûte un Mercuret premier cru, je m'en rappellerai toujours, qui est élevé dans du chêne Cécile, du chêne pédonculé, du Quercus alba, et puis après des forêts différentes avec des microporosités de bois différentes. Et là, je prends une claque énorme quand je sors de cette dégustation. Et j'étais pas Mercier de Nantes, j'étais Mercier de France à l'époque seulement. Je prends une claque énorme. Il y avait donc un Puligny Morachet et un Mercuret vinifié, vendangé le même jour, vinifié et élevé dans des contenants différents. Et là, je prends une claque terrible et je m'aperçois qu'effectivement, un beau Puligny Morachet premier cru Les Caillerets élevé dans un fût de chêne du Limousin, avec la microporosité des bois des pédonculés, le vin s'oxyde. Oui, il a l'impression qu'il a perdu, il a pris 3 années en l'espace d'une. Et c'est la raison pour laquelle je me suis dit, tiens, j'ai jamais touché le bois. Et j'ai eu la chance, effectivement, lors du grand jury européen de dégustation, où j'ai fait partie pendant quelques années, d'aborder des sujets sur le bois avec des amis à moi, dont Jean-Pierre Giraud, qui était directeur commercial de Tonnerie Taranceau. Et maintenant, je suis content de travailler avec Taranceau depuis plus de 10 ans. Ça m'aide à comprendre le bois. Je fais des dégustations autour du bois, de l'intégration des bois. Je goûte en France et à l'étranger pour faire des rapports sur les dégustations de l'influence des bois et autres. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Mais si je dis que le bois, pour moi, il peut y avoir des protocoles d'élevage où il y a du béton mélangé avec un peu de bois en finalité, mais je pense que pour faire des grands vins, le bois est le plus beau matériel qui puisse exister pour faire peut donner de la plénitude de bouche et des persistances. Je ne suis pas partie de cette génération de sommeliers du bashing bois à tout va. Ça, je suis pas pour. Il y a des mauvais choix qui sont faits des fois, il y a des mauvais bois. C'est parce qu'on a une super barrique qu'on va faire un grand vin. Tout dépend de la matière du vin et de la consistance. On le voit quand on goûte des premiers crus classés de Bordeaux, avec, qui ont 100% de barrique neuve pour certains, et on ne détecte pratiquement pas le bois dans le vin. Oui, le bois dans l'absolu, moi je l'ai dit toujours, le bois est superbe, mais il doit être avant tout, il doit jouer son rôle, plutôt que de l'univers aromatique qu'on est en droit d'attendre. Il est précurseur d'arômes bien sûr, mais il est aussi finaliser les bouches, polymériser les tanins, aider à donner de la plénitude et de la persistance.
Et je pense que le bois où il est le meilleur, c'est quand il ne se fait pas sentir. C'est ça, exactement. Bah, quand on prend cheval blanc, par exemple, Ah oui. on prend par l'exemple, hein, mais on prend du cheval blanc 100% bois neuf. Oui, il y a des tas d'exemples comme ça où il y a des purs bois neufs, où les boisés sont posés et bien intégrés. Exactement, ouais. Mhm. Et les vins nature dans tout ça, comment vous les voyez? Oui, je déguste, hein, je goûte. Il y a des choses qui sont très jolies, mais il y a des choses qui sont aussi très critiquables, mais comme partout, même dans des vins issus de lutte raisonnée intégrée ou des vins soi-disant modernes, je veux dire, il faut faire la part des choses, mais personnellement, j'ai pris aussi du plaisir sur certains vins nature. Après, sur des vins de fruits de plaisir immédiat, beaucoup plus que sur des vins d'aptitude de vieillissement. Mais je pense que je ne suis pas endoctriné dans un système, je suis ouvert à tout, je goûte de tout, et nous, de toute façon, même en tant que dégustateur à l'Arve des vins de France, on se doit de goûter tous les collèges. Tous les styles, oui, voilà. Et tous les styles. Tout à fait. Et alors, quand on est dégustateur, il y a deux tendances que les gens ont tendance à opposer. C'est goûter à l'aveugle ou goûter étiquette découverte. Alors, quel est l'intérêt de l'un ou de l'autre? À la revue, on goûte de deux manières. Comment ça se passe? Bah, sur des dossiers à la revue, comme des dossiers où on goûte à l'aveugle, les dégustations, je trouve vraiment très intéressant. Et puis pour le guide vert, par exemple, là on goûte des domaines dans leur entité, on les goûte. Qu'est-ce que ça apporte parce que vous goûtez des milliers de vins, donc du coup, que l'étiquette soit découverte, ça vous influence pas plus que ça. Non, parce qu'on fait la part des choses, et puis il y a des problématiques. Enfin, moi j'essaye vraiment de sortir de ça. Je n'ai jamais été, même quand on déguste, par exemple, là je m'occupe de la Champagne et de la vallée du Rhône Sud pour le guide vert, là j'ai commencé la Champagne depuis plus d'une semaine. Bon, on ne goûte pas l'aveugle pour le guide vert, on a toutes les cuvées du domaine qui sont en face de nous, et on essaye d'être impartial, on essaye de dire nos opinions, et que ce soit un vigneron médiatique ou pas. Ouais. Est-ce que ça permet aussi de goûter dans la profondeur c'est-à-dire Ouais. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir la cohérence d'une gamme. Voilà, c'est ça. Je veux dire, chaque vigneron vous donne j'ai toujours pensé que la qualité d'un domaine et la qualité d'un vigneron, c'était aussi de faire des beaux vins à différents stades de matière et de texture, mais d'avoir une cave cohérente. Un vin de fruits de plaisir immédiat et finir par les grands vins. Mais tout doit être vinifié avec précision. Avec précision. Ouais. Et ça, c'est la cohérence. La cohérence d'un domaine, elle commence par là. Quand je vais en Bourgogne, j'aime bien goûter des Bourgognes génériques. Si les Bourgognes génériques sont pas bons, ça sert à rien d'aller plus loin. En Champagne, on a le BSA, hein, le brut sans année, qui est l'entrée de gamme, voilà, qui doit théoriquement donner la couleur de la maison, c'est ça? Et c'est le porte-flambeau d'une maison de Champagne. Il représente, je dirais, les trois quarts de la production. Les 3 quarts de la production, oui. Et voire plus sur certaines maisons. Donc à partir de là, le brut non millésimé doit être quelque chose d'irréprochable. Et est-ce que les maisons vous écoutent quand vous les critiquez? Comment ça se passe? On n'a pas de leçon à donner. Moi, je ne fais que répertorier mon rôle de sommelier et mon rôle de dégustateur, c'est de dire effectivement quand, par exemple, sur un brut sans année, quand on est assujetti, là récemment, on commence à goûter les premiers bruts non millésimés qui viennent des millésimes 2000 et 2021, qui sont 2 millésimes assez compliqués pour la Champagne. 2020, où il y a des murs de raisin, un peu comme 2023. 21 avec ses problèmes de botrytis. Donc il y a du tri de la sélection à faire. Après, chaque maison a ses approvisionnements. Et il est évident que les BSA ne sont pas tous sur la même longueur d'onde. Il y a des maisons qui ont des réflexions sur les bruts non millésimés qui sont faits vinifiés pour être consommés dans les premières années de leur vie. Après, il y a d'autres maisons qui mettent beaucoup plus de noblesse avec des pourcentages de vin de réserve beaucoup plus importants, des vinifications sous bois, des choses pour poser le vin sur quelques années, quoi. Donc on peut voir la différence, bien sûr. Et mais ce que je voulais voir, c'était vous, le ressenti que vous avez vis-à-vis vous émettez une critique, comment c'est perçu? Est-ce que on ne fait pas plaisir à tout le monde, hein. J'espère. Mais partout. Après, c'est des prises de position qui sont là. Mais je trouve quand même que les vignerons
sont plutôt attentifs. Le monde du vigneron, et même du vin en général, est plutôt attentif. Généralement, si vous voulez, nous on le fait à la Rue du Vin de France. Ici, Denis Savreau, qui est le rédacteur en chef, nous demande effectivement quand un domaine n'est pas content, soit d'aller le voir, lui expliquer notre point de vue, refaire une dégustation avec lui, essayer de communiquer, essayer de parler. Après, vous ne pouvez pas l'empêcher. Il y a des gens qui ne veulent pas du tout. Parce que quand on parler. goûte la Champagne, par exemple, quand vous goûtez la Champagne, vous goûtez combien de maisons et combien de vignerons? Quasiment l'intégralité de la production de la Champagne. Non, Pas tout non, à fait, mais... Non, on goûte tous ceux qui sont déjà présents dans le guide vert, auxquels depuis des années sont présents, qui sont remis en question chaque année. Il y a des domaines qui sortent, il y a des domaines qui rentrent. L'évolution du vignoble champenois, il est exceptionnel depuis une vingtaine d'années. Ne serait-ce que l'univers du vigneron. La Champagne est composée de 3 grands collèges, les négociants manipulants, les caves coopératives et les vignerons indépendants. Et l'évolution du vignoble, et surtout la Champagne a fait un très 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 gros effort depuis l'abandon des gadous, mais aussi sur les sols, sur le travail, sur la volonté de vouloir faire des vins terroirs et aux 4 coins de la Champagne. Ça n'enlèvera pas que celui qui effectivement est au fin fond de la Croûte-sur-Marne, au fin fond de l'Aisne, n'a pas forcément la chance de... Et encore que si, il y a eu des choses intéressantes, mais c'est vrai que l'échelle des crus de 1911 est exceptionnelle et elle a été faite de façon incroyable à l'époque et elle est encore tout à fait légitime aujourd'hui. Elle est encore pertinente, oui. Oh, c'est formidable de voir ça, surtout quand vous goûtez dans les maisons de champagne sur les vins de base avant les prises de mousse. C'est ça, oui. La dimension que peut avoir un vin issu de terroir d'un grand cru de champagne. Et des fois, c'est même rageant pour les petits vignerons parce que vous pouvez faire tous les efforts en termes de volume et de rendement. Vous pouvez tourner des fois des rendements qui sont moindres et tu t'aperçois qu'à la fin, il y a un grand cru qui a fait un peu plus de rendement, mais que la dimension et la plénitude et la profondeur du vin, elle est meilleure. C'est ça qui est incroyable. Mais non, la Champagne, je prends beaucoup de plaisir. C'est une région qui bouge beaucoup et qui est un magnifique exemple de ce qui se passe aujourd'hui. C'est voir comment la Champagne a évolué aujourd'hui. Et de toute façon, toutes ces maisons aujourd'hui qui sont présentes, et aussi bien les caves, toutes ces maisons qui n'ont pas pris le pas de gagner en précision sur la dimension terroir et tout ça, ça sera un souci pour le futur. Je veux dire, regardez les maisons de champagne qui aujourd'hui ont pris le pas de s'intéresser au vignoble. Oui. Il y a encore des maisons de champagne, quand vous y allez, on ne parle jamais de vignoble. On parle du travail à la cave, on parle... Oui, on se fout du vignoble, c'est vrai que c'est juste un apporteur de raisin. Alors qu'aujourd'hui, il y a quand même des maisons, des grandes maisons, qui s'intéressent au vignoble. On prend l'exemple de Roderer, par exemple. Roderer, bien sûr, avec Jean-Baptiste Caillon, mais aussi Philippe Onat. Je pense aux frères Chiquet chez Jackson. Voilà, il y a tout un tas de maisons où le vignoble est très important. Je pense que c'est les données de demain pour toutes ces grandes maisons qui font partie effectivement de la Champagne. Donc nous, notre rôle, pour moi, avec Jérémy Kuckerman, pour la Champagne, c'est de donner le reflet de la Champagne telle qu'elle est aujourd'hui, avec des vignerons, des négociants indépendants et des caves coopératives qui sont présentes. Et alors, si on se revient sur Bordeaux, parce que là on est quand même à Bordeaux, comment voyez-vous la crise que traverse Bordeaux? Comment l'analysez-vous? Ça me fait beaucoup de peine déjà. Ça me fait beaucoup de peine. Je pense que on est en droit d'attendre qu'un vigneron qui vit de son travail et puisse gagner la vie de son travail, le fruit de son travail. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, Bordeaux, il y a eu peut-être des choix stratégiques qui n'ont pas été faits il y a une vingtaine d'années en arrière, quand toutes les périodes étaient glorieuses. Oui. Je pense que d'un point de vue à la fois tarifaire, mais aussi d'une stratégie, on est tous d'accord que sur l'entité du vignoble bordelais, il y a des terroirs qui sont prédestinés à faire des grands vins et puis d'autres qui sont destinés à faire des jolis vins, mais aussi ce qui se passe aujourd'hui à Bordeaux est intéressant sur des vins. Boire du Bordeaux autrement, c'est aussi de boire des vins de Bordeaux avec du fruit, de la gourmandise, du plaisir, et je pense qu'il y a de la place pour tous les profils de vins à Bordeaux. Il n'y a pas que de la place pour des vins sophistiqués, élevés, boisés. Tout à fait. Il y a aussi la place pour boire des vins sur le fruit et le plaisir. Et je vois surtout qu'il y a un cépage comme le Merlot je vois ce qui se passe sur des cuvées que j'aime boire et consommer. Moi, j'aime boire aussi des vins glouglou à Bordeaux. J'ai
je trouve qu'il y a ce qui se passe aujourd'hui. C'est pas assez connu encore de la part du consommateur qui, dès qu'on lui indique Bordeaux, on lui indique des vins de garde et des vins. C'est ça. Mais je pense que pour sauver le vignoble, il est intéressant aussi qu'il y ait cette stratégie d'aller au plus près, de faire des vins de fruits et de consommateurs. Essayer de fédérer des jeunes à travers des vins de gourmandise. Alors avant de fédérer des jeunes avec des grands vins d'identité terroir. Ouais. Il y a un ABC, il y a un solfège dans le monde du vin. Donc, c'est toujours ce que je dis, je crois qu'il faut commencer par goûter des vins plus simples et puis ensuite évoluer avec des vins plus sophistiqués. Mais je pense que toute région viticole peut avoir la possibilité de générer des vins qui sont de différents profils, différents stades. Et je crois que Bordeaux, là-dessus, a beaucoup à faire. Et voir ce qui se passe aujourd'hui à Bordeaux, aussi, dans des régions où effectivement, j'en suis le premier peiné. Alors, bien sûr, il y a eu un bashing bordelais auquel moi je ne participe pas du tout et auquel je n'ai jamais adhéré. J'ai toujours défendu Bordeaux, j'ai toujours servi du Bordeaux et je le ferai tout le temps parce que j'aime Bordeaux. Et j'en ai dans ma cave et j'en achète en primeur presque tous les ans. Et Bordeaux fait partie, pour moi, des grands vignobles mondiaux, c'est évident. Alors, Bordeaux est aussi un producteur de blanc. Oui. Et d'ailleurs, tout à l'heure, après, on va goûter un blanc sec de Sauternes, fait par Jean-Marie Guffins, Oui, c'est de Closio, de Sémillon à majorité. Et oui, ça, oui. c'est un cépage que vous adorez. Oui, c'est un cépage que j'adore à Bordeaux, le Sémillon. Et puis moi, bon, je suis parti d'une génération. Cépage de local, en sommeliers, plus. ouais. Les premiers contacts avec les grands Bordeaux blancs et les grands Pessac-Léonneau blancs il y a une trentaine d'années, le Sémillon était beaucoup plus important que le Sauvignon. Et les Sémillons, moi j'ai le souvenir des vieux domaines de chevaliers à l'époque de Monsieur Ricard, où je goûtais des vieux domaines de chevaliers blancs des fins des années 70 et début des années 80. J'ai encore goûté des 83 il n'y a pas si longtemps que ça, et autres. Des 82 domaines de chevaliers blancs, et le Sémillon était majoritaire, au même titre qu'à la Ville et qu'à Aubryon à l'époque. C'est ça, tout à fait, oui. Et donc, moi je dis simplement que le Sémillon est un cépage qui, pour moi, dans la conception de faire des grands vins de garde en blanc à Bordeaux, je pense que le Sémillon est plus intéressant que le Sauvignon. Le Sauvignon, c'est pareil, le Sauvignon blanc et gris tels qu'ils sont installés aujourd'hui. On peut boire des jolis vins à partir de Sauvignon sur du fruit, du plaisir et même d'aptitude à semi-vieillissement. Mais remplacer le Sémillon dans l'aptitude de vieillissement, je crois que c'est compliqué. Oui. Et j'aime le Sémillon aussi parce que c'est un cépage qui ne fait pas partie de ces cépages aromatiques. Il n'a pas la chance d'être tiolé, d'avoir des tioles à tout va, comme peut avoir beaucoup de cépages aromatiques. Mais par contre, c'est des cépages qui gagnent en complexité avec le temps, qui se minéralisent avec le temps et qui sont très, très intéressants. Je rappelle que le Sémillon en France n'est pas planté qu'à Bordeaux. On le voit dans le décret de l'appellation Côte de Provence. Tout à fait. En 77, le Sémillon est cépage accessoire. On le trouve dans pas mal de régions européennes et françaises et puis du monde entier. J'ai la chance de m'occuper de sociétés d'importation de vins étrangers. J'ai goûté des superbes Sémillons en Patagonie, des très beaux Sémillons en Argentine aussi, il n'y a pas longtemps, dans la Val des Yucco, là, sur des beaux terroirs de la Val des Yucco d'altitude, avec des vignes qui étaient assez âgées. Mais c'est vrai que le Sémillon, c'est pas un cépage qui a la côte, il a perdu de sa plantation, et dans pas mal de pays, regardez les Sémillons d'Afrique du Sud. Moi, il n'y en a presque plus. Quand je goûte les Sémillons, puis en plus, ils ont des gris, ils ont des blancs et des gris. Et c'est formidable. Le Sémillon est arrivé en Afrique du Sud, comme le Chenin et le Muscat, à la fin du XVIIe siècle. C'est formidable. Ils ont la chance d'avoir des sélections, des bouches, des vieilles vignes de Sémillon dans le secteur du Swartland, dans le Hollingford River, dans le Darling, que des beaux terroirs sur des schistes ou des granites décomposés. C'est des terroirs qui leur vont à merveille. Et ça fait des grands vins de vieillissement. Il suffit de goûter des grands vins de Chrysalite ou des Ben Sadi ou des grands Sémillons exceptionnels. Vous passez beaucoup de temps à l'étranger, vous avez visité énormément de pays. Il y a des pays comme ça qui vous... C'est-à-dire, le fait est que je participe à une sélection de vins étrangers. Je me dois effectivement d'aller voir ces vignerons. Tout à fait. Quand vous avez une gamme de vins étrangers en importation, vous devez... J'ai la chance aujourd'hui de faire ça avec Paz Levinson, qui est une super sommelière. Et on est tous les deux, on est au sourcing de notre gamme. Et donc, on voyage beaucoup dans le vignoble. On s'accorde un grand vignoble par an dans le monde entier. Et puis les vignobles européens.
Moi, je vais souvent en Espagne, je vais souvent en Italie. En Espagne, en plus, vous êtes consultant pour Vega Sicilia. Oui, enfin, je fais partie d'un petit comité de dégustation dont Pablo Alvarez, effectivement, depuis 3 ans, me demande de venir. Je suis très content de participer à cette dégustation avec eux, et puis de voir l'évolution aussi des vins de Vega Sicilia. Tout, c'est simple, c'est bien. Il y a des vignobles comme ça ou des pays que vous identifiez qui vous séduisent particulièrement, je sais pas, la Grèce ou l'Italie, enfin pas obligatoirement des vignobles majeurs, mais des vignobles qui sont en train de monter ou qui évoluent bien. J'adore le Nouveau Monde, mais je suis un Européen né. Et ce qui m'intéresse aussi, moi j'ai toujours été dingue de diversité variétale et des cépages endémiques et autochtones. Et l'Europe, de ce côté-là, est imbattable. Et c'est vrai que tu parlais de la Grèce, bon, pour différentes raisons. Mon épouse est grecque, mais j'adore la Grèce dans sa diversité variétale. Il y a un patrimoine viticole qui la diversité variétale est une excellente réponse aussi au réchauffement climatique. Et que ce soit en France ou à l'étranger, il y a énormément de cépages qui arrivent à maturité physiologique avec des degrés d'alcool modérés et qui ne sont pas assez mis en avant pour d'autres raisons. Tout à fait, oui. Manque de travail au niveau des pépiniéristes viticoles, manque de productivité, difficulté de bouturage, plein de choses comme ça. Mais là, j'importe un vigneron là, du Levante Valence, là, qui est dans le secteur de Alto Turia, et il fait des blancs à partir de Tortosi, Trepadel, de Marie Sancho. Je suis dingue quand je goûte des trucs comme ça. Puis il y a un réel intérêt. C'est des vins qui font 12 degrés 5, qui sont en plein cœur du Levante Valence, avec des degrés incroyables, mais c'est des vins qui mûrissent lentement, qui dégradent des acidités lentement, et qui arrivent à générer des vins mûrs physiologiquement, avec des degrés d'alcool modérés. Est-ce que c'est pas ça l'avenir aussi? Bien sûr. Hein, voilà. Mais ça, malheureusement, en France, on a oublié. Non, mais en France, il y a beaucoup de cépages comme ça. Regardez, dans les terrasses du Larzac, on a remis au goût du jour l'Aspirant Noir, qui est un cépage qui arrive à maturité physiologique avec des degrés d'alcool modérés. Jurançon a remis au goût du jour des cépages comme le Courbu, le Lozay, le Camaralais, qui sont des cépages qui faisaient partie du décret de l'appellation. La chance que nous avons quand même en France, c'est que, parce qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent les appellations d'origine contrôlée, mais les appellations d'origine contrôlée, elles ont permis aussi d'intégrer des cépages qui sont plus ou moins utilisés, mais qui font partie du décret. Châteauneuf est une appellation hyper avant-gardiste. Il y a 13 cépages sur le papier, il y en a plus que ça, il y en a 18 avec les changements de couleur. Mais quand tu vois la capacité à Châteauneuf, moi je m'occupe de la vallée du Rhône Sud, je suis passionné par Châteauneuf, ils ont des problèmes avec le grenache, aujourd'hui qui monte en degrés et qui monte dans les tours, mais ils ont la chance d'avoir la counoise qui arrive à maturité à 13,5. Ils ont la chance d'avoir la Vaccarez, qu'on pourrait considérer comme un vin glouglou, comme un Gamay du Châteauneuf. Et donc, leur multitude de cépages vient leur permettre, si vous voulez, de combler les choses. Si la Roussanne est trop mûre à Châteauneuf, parce qu'elle devient trop mûre à Châteauneuf, d'ailleurs, le père Reynaud, Drayas, pas Emmanuel, disait toujours que je ne plante pas de Roussanne à Châteauneuf parce que c'est la limite sud de sa culture, ils ont la chance d'avoir des Bourboulinques, des Clairettes, qui est un cépage qui a une énergie incroyable. Ils ont des pics de poule exceptionnels et qui leur donnent les capacités de faire des blancs avec des acidités naturelles exceptionnelles. Pourtant, il y a des appellations, comme dans le Roussillon, où dans le décret d'appellation, il y a Roussanne et Marsanne. Ils sont venus après. Ils sont venus après, mais malheureusement... Oui. Ils sont venus en cépage accessoire après. Ouais. En cépage accessoire après. Ouais. Mais regarde, les plus beaux vins du Roussillon qui sont faits en blanc, ils sont faits à partir des cépages qui sont autochtones. Grenache et Macabeu, Grenache blanc, Grenache gris et Macabeu. Tout à fait, oui. Il y a un super cépage qui est de l'autre côté de la frontière que j'adore, moi, goûter dans le Pénédex, c'est le Xarello. Le Xarello, c'est un cépage exceptionnel qui fait des blancs d'une minéralité exceptionnelle. Alors, dans le vocabulaire, justement, de la dégustation, autour du XXe siècle, les mots ont évolué. Et notamment, par exemple, minéralité, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Ouais, on l'emploie à toutes les sauces. Là, je l'ai dit, mais c'est vrai que Comment vous le définissez? Je trouve qu'on l'utilise à tort et à travers, et puis on l'utilise c'est surtout sur la profondeur aromatique et gustative. Quand tu as des nez où la réverbération des sols est présente, on utilise ce terme-là. Et puis c'est pareil, quand tu as des plénitudes de bouche, où tu as effectivement soit des beaux amers minéraux, ou soit des salinités finales, où là tu peux te dire effectivement la sapidité, par exemple. Tu suces le caillou, quoi. Exactement, ouais. Donc
c'est dans ces arguments-là. Après, je trouve que c'est un mot qui est beaucoup trop utilisé à tort et à travers et qui malheureusement demande d'être utilisé avec parcimonie. Ah oui, parce que c'est vrai on l'utilise vraiment beaucoup à toutes les sauces, ça c'est vrai. Et qu'est-ce que c'est pour vous un grand vin contemporain aujourd'hui? Parce qu'un grand vin d'il y a 20 ans, on a parlé des boisés, où Parker mettait en avant des vins des styles de vin très, très boisés. Qu'est-ce que c'est pour vous un grand vin contemporain? Un grand vin, avant tout, moi, c'est un vin qui respire un grand terroir. On ne fait pas de grand vin sur un grand terroir, déjà. De deux, ensuite, un grand vin, c'est quelque chose qui, pour moi, évoque la notion d'équilibre et la notion de plénitude de bouche. C'est-à-dire qu'un grand vin doit être forcément un vin long, raffiné, avec une puissance diffuse. C'est ça un grand vin. Et puis aussi, Béthane le disait fort justement. J'aime bien dire Michel, parce que c'est vrai que Michel... Moi, je suis rentré à la Revue des Vins de France en 98, et je suis rentré à l'époque où il y avait Thierry et Dessau et Michel. Et Michel, c'est la mémoire vivante du vin. Et c'est vrai que apprendre à ses côtés au départ, c'était aussi formidable, parce que il a aussi la capacité de mettre des mots et des termes sur des identifications aromatiques, gustatives qui sont merveilleuses. Et puis aussi, je veux dire, comprendre un peu les dimensions des grands vins et des grands terroirs. Et ça m'est toujours resté, j'espère. Et je me dis qu'un grand vin, c'est aussi la différence entre un vin et un grand vin, c'est aussi son aptitude de vieillissement et se bonifier avec le temps. C'est aussi ça, voilà. Donc c'est une notion d'équilibre, c'est une notion de réflexion de son terroir, c'est une notion de dimension, de qualité et surtout c'est un juste compromis entre la concentration et la sapidité aussi. Un grand vin n'est pas forcément qu'un blockbuster carré, tout construit. C'est ça. Un grand vin, c'est cette notion de concentration en finesse, c'est ces plénitudes de bouche, c'est cette dimension terroir et climatique qui est présente dans l'univers aromatique et gustatif. C'est ça un grand vin, c'est pas... Et on voit bien en viticulture qu'il y a différents courants. Et est-ce qu'on les retrouve, par exemple, je prends l'exemple de la biodynamie, est-ce qu'on retrouve l'influence de la biodynamie dans le goût du vin ou pas? Alors, on parle des grands domaines. Non, mais il y a une chose qui est intéressante quand même, que je me suis fait la réflexion depuis quelques années. Les grandes émotions gustatives que j'ai pu avoir, souvent elles l'ont été issues de vins issus de culture biodynamique. Biodynamique, oui. Surtout sur des notions évanescentes, profondeur, subtilité, complexité. J'ai le souvenir que ce soit des vieux Vouvray du domaine Huette ou des grands vins mais souvent c'est j'ai eu ces impressions-là. J'ai ressenti des grands Alsaces de Jean-Michel Deiss ou même Léonard Zimwatch. J'ai eu des dimensions de vin qui m'ont transporté, parce que je me suis dit, tiens, il se passe quelque chose là. Il y a de la profondeur, il y a une... Et oui, ça peut corroborer, effectivement. Je ne suis pas un chimiste, je ne suis pas un physicien, je ne me l'explique pas, mais d'un point de vue émotionnel, j'ai eu des belles sensations avec des vins issus de culture biodynamique. Justement, je voulais vous poser la question, quels sont les vins qui vous ont fait vibrer, qui vous font vibrer aujourd'hui? C'est compliqué. Je suis parisien, j'ai une chance énorme. J'ai une chance énorme, c'est que je ne suis pas issu d'un bassin de production. Donc, je suis ouvert à tout, je n'ai pas de région de prédilection, et je suis bien content d'un côté. Je ne fais pas de régionalisme exacerbé. J'essaye de goûter les régions, et je suis intéressé par toutes les régions et tous les pays. Donc, c'est vrai que de ce côté-là, dire les vins que j'aime, j'ai des émotions partout. Je veux dire, les grands Bordeaux, les grands Bourgogne, la vallée du Rhône Nord, Sud, j'ai des vins qui m'animent et qui me transportent. La Loire aussi. Je préparais il y a 2 semaines, là, le dimanche prochain, ça sera le dîner de la Paulée des vins de Loire que j'anime depuis 17 ans à Chartres. Là, on a fait encore un tour d'horizon de toute la Loire viticole, de sa source, donc de la Loire méridionale jusqu'au Muscadet.
on se fait plaisir et c'est formidable. Et puis il y a des grands vins de définition en Loire aussi. Mais je pense qu'il y en a partout. Le monde, si je suis aussi intéressé, j'achète des vins français étrangers pour ma cave personnelle. Et puis je travaille aussi les vins étrangers pour ma culture personnelle. Des fois, je me fais un petit peu chambrer ou attaquer sur des réseaux sociaux par rapport à ma position sur les vins étrangers. Mais je dis toujours, étudier les vins étrangers, c'est pas renier sa culture, c'est essayer d'approfondir les connaissances. Et est-ce que vous avez un vin Madeleine de Proust? Un vin sur lequel vous revenez à chaque fois, qui est, je sais pas, un domaine qui vraiment que vous aimez retrouver à chaque fois? Ouais, il y a des vins qui m'apportent un peu de sécurité, que j'aime, qui font partie de ma cave au quotidien. Par exemple, à Bordeaux, systématiquement, chaque année, je suis un dingue de Grand Puy Lacoste. J'aime le profil de Grand Puy Lacoste. J'aime la stylistique de Grand Puy Lacoste, qui est un domaine qui n'a jamais changé son profil et son style, qui fait des pauillacs super typés, avec jamais sans excès, toujours très équilibré, toujours dans la finesse. Et ça reste un cru classé à Bordeaux. Ouais, voilà, c'est un exemple pour Bordeaux que j'aime beaucoup. Je suis un fan de Sauternes, j'adore ça. J'aime beaucoup les grands Sauternes. J'ai toujours aimé ça. J'en achète aussi. J'aime bien la petite eau de vie dans ces grands vins. Je trouve que malheureusement, je ne voudrais pas que Sauternes. Je comprends la réalité économique des domaines et des propriétés viticoles, mais c'est vrai que quelle chance on a d'avoir ce profil de vin. Ils sont pas faciles à faire, pas faciles à vinifier, avec des durées d'élevage souvent très longues, qui sont souvent pas payés à la hauteur dont ils le méritent. Mais quel plaisir on a. Merci Olivier pour cet entretien. On va passer aux questions du public et sur Zoom, s'il y a des questions Zoom, vous pouvez poser vos questions aussi à distance. Alors pour le petit jeu des questions-réponses, vous allez avoir un micro en mousse carré que vous allez vous lancer les uns après les autres. Merci. Alors, est-ce qu'il y a une première question? Ah, monsieur là en face. Je vois un monsieur là. En face, Loïc. Juste en face. Oui, j'ai vu, j'attendais que ça fonctionne. Petite conseil technique, parlez bien proche du micro. Voilà, tout simplement pour qu'on vous entende. Vous êtes prêts? C'est drôle ça, j'avais pas vu ça. C'était violent. Les réunions à la Revue des Vins de France avec ce type d'engin, ça peut être sympa. Hein. Oui, Monsieur Poussier, je pense que vous êtes en gros comme un sportif de haut niveau et j'aurais voulu savoir l'entraînement que vous avez pour toutes ces dégustations. De quelle manière vous y prenez? Une des chances que j'ai déjà, monsieur, c'est que c'est une question très intéressante. J'essaye d'avoir une hygiène de vie qui correspondent à mon métier. C'est-à-dire que nous sommes beaucoup sollicités, à gauche et à droite. Et donc la dégustation et s'entretenir avec le temps, c'est aussi faire attention à soi-même. La chance que j'ai, c'est que j'ai aucune dépendance au vin. Je peux tout à fait m'arrêter de goûter du vin pendant une semaine ou deux. C'est pas un problème. Mais pour s'entretenir, il faut déguster. Donc ça fait partie de mon hygiène de vie. Et puis j'essaye aussi de me sortir du monde du vin par j'aime courir. J'essaye toujours de faire 20 km par semaine. J'essaye de m'entretenir d'un point de vue physique. Ça fait du bien au mental, ça fait du bien au moral, ça fait du bien de faire autre chose que de goûter du vin. Après l'entraînement, je vous dirais pas manger trop chaud pour pas me brûler le palais, pas manger trop épicé non plus. Oui, et encore que j'adore, vous connaissez ma rubrique à la Revue des Vins de France sur les accords mets et vins, donc j'aime bien toucher de près les accords sur des cuisines diverses et variées, que ce soit orientales ou asiatiques, où on a des accords mets et vins. Qui sont fabuleux. Sylvie Casse, qui est ici présent, elle se rappelle du premier salon de la Revue de France à Pékin. On avait fait des accords incroyables sur les vins de Bordeaux et autres, sur des cuisines asiatiques. C'était assez formidable. C'était assez révélateur pour des pays comme ça, où la culture de la situation du vin à table est très compliquée. Mais voilà, donc c'est un peu mon style. J'essaye de faire attention, j'ai pas d'excès, d'exagérer.
Voilà, voilà, c'est mon style à moi. Voilà. J'espère que j'ai répondu à votre question. Oui, enfin une autre question aussi. Quand vous faites des dégustations comme ça en Champagne pendant une semaine ou je ne sais pas un peu plus, est-ce que vous mettez un temps après pour aller en même temps dans les vins de la vallée du Rhône ou des choses comme ça, puisqu'il y a une grosse différence là après dans les... Oui, oui. Il y a des dégustations qui sont plus fatigantes que d'autres. Il est évident que dès que vous avez des vins de haut en degré, vous n'avez pas le même rendement que sur des vins plus digestes et plus sapides. Je m'explique. La Champagne est aussi très compliquée parce que c'est des vins à milieu carbonique et en plus ce sont des vins de latitude nord avec des grosses acidités. Et souvent, moi je le vois, par exemple le rendement en Champagne, je reste des fois une journée entière à la Rivière de France, je fais 6 domaines. Je suis domaine, je goûte 50 vins et ça me suffit. Après je ne vais pas plus loin. Si vous faites une dégustation de vin doux naturel, il est évident que entre le degré et les sucres qui sont présents, c'est compliqué. Et puis, même un parallèle, j'ai le souvenir, campagne de primeur à Bordeaux. Vous avez la capacité, vous regardez les 18 avec des degrés d'alcool, je me souviendrai toujours, je commence par Saucian de Malais, le premier jour où j'arrive, je vais à la propriété, je vois, vous voyez, Saint-Seurin là-haut, hein, Saucian de Malais, 15,3. Oh, j'ai dit là, la campagne des primeurs, elle va être compliquée. Oh, et elle n'était pas facile. Alors que 21, des degrés modérés, coincés entre 12,5 et 13,5, et ben c'était plus facile à boire. C'est aussi ça, la dégustation, c'est le pouvoir d'adaptation au profil de vin que vous avez en face de vous. Donc il y a des millésimes, il y a des régions qui sont plus faciles que d'autres à déguster. Effectivement, il y en a certains qui demandent des pauses. En l'occurrence, la Champagne, moi je fais des pauses aussi en Champagne. Vous voyez, j'ai dégusté hier, aujourd'hui je suis avec vous, demain je vais dans le Roussillon, mais je reprendrai vendredi la Champagne, par exemple. Je laisse aussi un peu de temps. Une autre question, s'il vous plaît? Ah, monsieur là-bas, derrière vous. 2 points. Bonjour, j'ai une question très simple. Comment faire et comment vous faites pour avoir cette mémoire des vins et la travailler au quotidien pour un jeune comme moi qui voudrait se souvenir de tous les vins qu'il peut déguster? Bon, déjà, effectivement, préparer des concours internationaux pendant 15 ans de votre vie et être au sujet de toutes les modifications de décrets et d'appellations dans le monde entier, ça vous forge une mémoire, hein, tout ça. Après, je continue à travailler là-dessus. Vous voyez, j'ai ouvert mon ordinateur hier, j'ai vu qu'il y avait la 10e appellation d'origine contrôlée qui venait d'être créée aux Pays-Bas avec l'appellation Twente. Bon, voilà, c'est mon truc. Je suis au courant, ça m'intéresse de voir qu'il y a une nouvelle appellation dans la Castille-Mancha qui vient d'être sortie en début de l'année 2024. Bon, ça fait partie des choses qui sont comme ça. J'essaye de continuer à faire et à travailler comme si je faisais les concours. J'essaye de garder le niveau. Ah, voilà. Sans la pression et que pour le plaisir. Attendez, j'ai une question sur Zoom. Avant que vous posiez votre question, c'est comment décortiquer et créer un accord mets 20? Comment ça se passe? Dans les accords mets 20, alors il faut tenir compte de plusieurs éléments. Un accord mets 20 réussi, c'est un accord où le plat domine pas le vin et le vin domine pas le plat. Ça, c'est des fondamentaux des accords mets 20. Ensuite, il y a plusieurs éléments qui font qu'un accord est réussi. Il y a la connaissance bien sûr du plat dans son concept, c'est-à-dire quelle protéine vous avez en face de vous, ou si vous êtes dans un règne végétal, ou ensuite il y a une chose qu'on a du mal à imaginer pour le consommateur lambda, c'est que les ingrédients qui composent un plat, c'est-à-dire les garnitures ou les jus ou les sauces, sont aussi des éléments fondamentaux à prendre en compte. Rien qu'un changement de sauce sur le même produit de base vous fait changer l'accord mets 20 de couleur ou de style ou de profil. Une garniture vous fait changer aussi un style de vin. Je m'explique. On ne fait pas les mêmes accords sur des garnitures printanières que sur des garnitures automnales. Il y a une dimension entre le végétal et l'humus et le sous-bois qui est différente, et vous le comprenez bien. Donc dans l'univers des accords mets 20, on doit accompagner tout ça. Les inspirations gustatives ne sont pas les mêmes l'été que l'hiver.
on n'est pas dans le même état. Quand il fait chaud, on a chaud, on a envie de sapidité, on a envie de vin désaltérant et on est moins assujetti, ou moins enclin à boire des vins de structure et de matière et de consistance. Exactement. Donc, Il y a le gras aussi. l'accord mets-vin, il se compose de plusieurs choses. Donc, l'élément principal, les garnitures, les jus, les sauces, l'aspect thermique du plat, froid ou chaud, et aussi à quel moment arrive cet accord mets-vin dans ce plat Dans le repas. Dans le repas. D'accord. Alors, allez-y. Du coup, j'avais une question assez particulière à vous proposer. Vous en pensez quoi des vins rouges passés au frais dans les accords mets-vins? Et par exemple, du coup, nous avec des amis, on a fait un accord assez particulier. On a testé du coup du vin rouge, du pomme roll avec des huîtres. Du coup, une bouteille non frais, une bouteille frais. Et on a trouvé que la bouteille du coup passée au frais était délicieuse avec des huîtres assez charnues. Alors, il y a deux choses. Déjà, il y a une vraie différence entre frais et froid. La problématique pour les grands rouges tanniques, structure tannique, c'est effectivement le côté comprimé des tanins par le froid et les tanins qui sont mis en relief et en amertume. Ça, c'est un danger. Après, la fraîcheur descend des vins en température, surtout si les vins sont un peu chaleureux en alcool et en richesse, pourquoi pas. Mais par contre, il faut arriver au juste équilibre où les tanins ne sont pas mis en exergue. Ça, c'est la première des choses. Après, quand vous faites un pomme roll froid, donc pour des pommes rolls, bon, on n'est pas en train de parler de la fleur avec des cabernets francs, mais en train de des pommes rolls à dominante merlot, comme vous le faites. Qu'est-ce qui vous plaît? Vous servez un vin plus frais, vous renforcez son acidité. Le merlot est moins tannique des cabernets, donc forcément ils sont moins en relief. Et puis vous opposez à une huître charnue, donc une huître qui est nourrie, qui est un peu grasse et un peu laiteuse. Donc vous avez ce contraste tannique qui s'oppose au gras de l'huître. Moi personnellement, j'ai jamais essayé, ça me viendrait pas trop à l'idée, mais pourquoi pas. Ou alors j'essaierai de chercher, je sais pas, une huître chaude, peut-être travailler avec un sabayon au pimentos del piquillo, quelque chose qui vient nous ramener un peu sur l'univers aromatique des grands rouges. Mais cependant, il y a des choses intéressantes sur les huîtres. Mais les huîtres, c'est pareil. Moi, j'ai fait très très beau dîner, très bel accord avec les gens des crus communaux du Muscadet il y a quelques années en arrière, où effectivement, en fonction des huîtres d'où elles viennent, on ne fait pas le même mariage sur une fine de Claire que sur une huître de pleine mer de Pratarkoum, hein, ou même sur une plate qui est élevée en eau saumâtre. Je veux dire, la texture des huîtres, elle diffère en fonction de leur bassin de production, de leur texture et de leur salinité. Hein. Donc j'ai tendance à dire, bon, mais bon, vous me tendez une perche, je vais essayer, pourquoi pas, je vais regarder ce que... Allez, une autre question. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, un jeune homme là. Oula, alors là, Allez devant, Lucas touche. Allez, 40 mètres. Ouais, bravo. Bien joué. Bonjour. Bonjour, monsieur. J'ai une question. Voilà, je suis originaire du Sud-Ouest et je voulais savoir, vous avez parlé de cépages autochtones, ce que vous pensez de la diversité de cépages autochtones qui trouvent dans ce terroir du Sud-Ouest. Merci. Ouais, c'est exceptionnel. Le Sud-Ouest viticole fait partie effectivement de ces régions viticoles où la diversité variétale est exceptionnelle, aux quatre coins du Sud-Ouest d'ailleurs. Et bien sûr, je travaille avec d'ailleurs toute une gamme de cépages endémiques et autochtones en monovariétal avec Lionel Haussmann et compagnie, où on travaille bien sûr sur des choses super intéressantes à partir de cépages autochtones du Sud-Ouest. Non, c'est une grande richesse. Toutes les régions viticoles qui ont une diversité variétale importante, c'est magnifique. Hein. C'est somptueux. Hein. Ça fait partie, effectivement. Moi, j'ai toujours pensé que la diversité variétale est au service de la diversité du goût et de la non-stéréotypation. Il faut le dire aux Bourguignons, parce que là, les Bourguignons... Ouais, alors après les Bourguignons, je dirais qu'il y a une chose qui est formidable, hein, c'est qu'effectivement, le pinot noir a des identités aromatiques et gustatives en fonction des terroirs et des micropoches du terroir qui est complètement différente. Et c'est ça. Ça, c'est vraiment fort. Bon, le pinot, c'est un super cépage. Hein. Enfin, c'est un grand cépage. Hein. Allez, une autre question encore, peut-être la dernière. Allez-y. Est-ce qu'il y a... Alors, quelqu'un au fond, en haut là. Là, il va falloir faire la diagonale du fou là. Je vais bien faire une petite.
Ah, bravo. Bonsoir. Bonsoir madame. Est-ce que vous avez eu l'occasion de goûter les vins sans alcool? Oui, je m'attendais à cette question, c'est assez drôle. Oui, bien sûr, je m'y suis penché, j'en ai déjà goûté. Après, je trouve maintenant que les techniques évoluent. Bon, je vous avouerai sincèrement, c'est pas forcément ma tasse de thé aujourd'hui. J'en ai goûté au départ. Et beaucoup, là, d'ailleurs, c'est un dossier pour lequel on se penche un peu aujourd'hui pour regarder un peu ce qui se passe vis-à-vis de ça et de l'évolution des vins sans alcool. Sincèrement, je salue le travail qui est fait sur les vins sans alcool et je me dis, bon, pourquoi pas. Mais d'un autre côté, je trouve quand même que la complexité et la dimension des vins sans alcool est encore loin d'être acquis et réussi. Allez, une dernière question. Allez. Là, c'était pas trop dur pour la distance. Je voulais vous demander, est-ce que vous êtes inquiet d'une manière ou d'une autre sur l'avenir de votre profession face à une société, un monde qui boit de moins en moins de vin? À quoi sert un sommelier si plus personne ne boit du vin? Enfin, je ne dis pas plus personne, j'exagère évidemment. Mais est-ce que c'est un métier qui, a 10, 20 ans, je ne sais pas, peut encore présenter autant de débouchés, autant de débouchés de bouteilles, bien sûr. Mais est-ce que c'est possible? Oui, Comment alors, vous voyez ça? L'inquiétude, je ne l'ai pas par rapport à la consommation, qui est une baisse réelle de consommation et qui est évidente aujourd'hui, on le voit. Et tous les secteurs et toute la filière est touchée par ça, que ce soit les cavistes, les restaurants, on le voit en situation à table. Il y a toute une jeune génération aujourd'hui à fédérer autour du vin et à faire comprendre la noblesse du vin. J'ai toujours pensé que une des manières les plus ludiques et les plus élémentaires pour faire comprendre le vin, c'est parler du vin avec la beauté des terroirs et la beauté des vins et amener les gens à la consommation, c'est de façon intelligente en faisant comprendre que derrière le vin, il y a une histoire, il y a un homme, il y a un vigneron, il y a une géographie. C'est ça qui, je pense, peut être en marge de progrès. Après, pour notre métier de sommelier, on n'a pas attendu malheureusement la baisse de consommation du vin pour voir la chute du métier de sommelier dans son ensemble. Moi, je reçois des propositions de restaurateurs qui cherchent des commis sommeliers ou des sommeliers au quotidien. Après, c'est un autre problème. C'est que la sommellerie est un métier de restauration. Un métier où il y a des coupures entre le service du midi et le service du soir. Et qu'aujourd'hui, fédérer des jeunes autour d'un très beau... Moi, je suis resté presque toute ma vie dans le métier de la restauration. J'ai quitté en 2021 la maison Le Nôtre après 31 ans de maison. Mais même si sur la fin, je faisais plus de service. Mais cependant, trouver des jeunes aujourd'hui qui ont envie de travailler dans un restaurant, alors que c'est un super métier. Moi, j'étais passionné par la grande restauration. Mais je veux dire, c'est ça qui devient compliqué aujourd'hui. C'est la difficulté de trouver des sommeliers aujourd'hui, c'est évident. Il y a une perte de... Regardez un peu les restaurateurs, même au niveau du service en salle, même au niveau des cuisiniers, le nombre de personnes qui ne veulent plus travailler dans la restauration. Et ça, c'est un vrai problème aujourd'hui. La filière est touchée vraiment de façon importante. Et c'est ça que je regrette beaucoup. On a des propositions de postes de commis sommelier au quotidien ou de sommelier. Après, il faut accepter effectivement de travailler dans des conditions qui sont des fois au fin fond d'une région, d'un très bel étoilé, avec des coupures. Après, il y a des restaurants qui sont positionnés en plein cœur de bassins de production, qui peuvent vous permettre aussi d'aller découvrir des régions. Il y a plein de choses à faire. Mais fondamentalement, c'est un sujet... la baisse de consommation est un problème. Je ne sais pas si on peut faire un parallèle entre la baisse de consommation et la perte de sommelier. Elle vient plutôt par le monde du travail qui est aujourd'hui beaucoup plus compliqué et l'effort que les gens sont prêts à faire pour retravailler dans la restauration. C'est surtout ça. Merci Olivier. Merci à vous pour la qualité de votre écoute. Merci à l'équipe technique, merci à toute l'équipe de la Cité du Vin. On se retrouve pour le prochain grand entretien le 28 mai avec Véronique Drouin qui nous parlera de son domaine dans l'Oregon et de la Bourgogne également et du parallèle entre le Pinot Noir en Oregon et en Bourgogne. Je voulais juste te dire, tu veux que je dise pour le vin là Vas-y. Alors, j'ai pris cette Closio, j'ai fait, bon, c'est Jean-Marie Guffins qui est un grand vinificateur de blanc que vous connaissez, domaine Guffenhainen
à Vergisson, en plein cœur de l'appellation Pouilly-Fuissé, qui a aussi son négoce domaine Verger. Grand vinificateur de blanc, une propriété aussi dans le Luberon aux Tourrettes, mais il était passionné par Sauternes et ce que Sauternes était, il a décidé d'investir à Closio. Closio, c'est le plateau de Barsac, hein, c'est coincé entre Coutet et Doisy-Védrine. Et je vous ai amené 7 Closio 2018, il n'a pas eu de chance, parce qu'il est arrivé en 5 ou 6 années, je crois qu'il a fait 3 années de production avec tous les problèmes climatiques de Sauternes. Et entre les grêles, entre le gel et entre les mauvaises botrytis, c'est très compliqué. Et pourquoi j'ai mis ces Closio? Parce que justement, c'est un vin de ces millions dominant, et qu'il y a une grosse partie de ces millions, il y a une petite touche de Sauvignon, et il y a également un poil de muscadelle qui d'ailleurs est vinifié en béton. Tout le reste est vinifié en bois. Et je vous invite à goûter ce vin, cette Closio 2018, qui avait maintenant, attaque sa 5e année et demie, arrive à une complexité aromatique. C'était un peu pour agrémenter ce que je vous ai dit, mon amour pour le 6 millions. Et je voulais faire par rapport à Bordeaux, ce qui est tout à fait logique, parce qu'on doit défendre les vins de Bordeaux aussi. Voilà. Merci Olivier. Et bonne dégustation.